Donc les roulades, les chutes en général sont toujours très importantes et même essentielles à apprendre dans toute self-défense. Le Krav Maga, ça n'est que de la self-défense et donc il faut savoir que on a toujours une possibilité ou un risque de tomber. Donc à partir du moment où on se sent à l'aise dans la chute, quel que soit le côté, en avant, en arrière, donc sur les côtés, on va se trouver un terrain familier, on ne se sera pas blessé dans la chute et puis on pourra continuer à se défendre si on a été poussé par quelqu'un de malveillant. Alors nous avons bien d'autres chutes et roulades à découvrir qui seront enseignées dans les ceintures prochaines, orange, verte, bleue. Pour l'instant, on se cantonne à ce qu'on a vu ici. On a même ajouté des éléments qui ne feront pas partie de l'examen de la ceinture jaune, mais qui peuvent nous démontrer que à partir du moment où on a fait une roulade correcte, qu'on ne s'est pas blessé, encore une fois, on peut se relever dans quasiment toutes les directions et s'adapter à toutes les situations après qu'on se soit relevé. Dans tous les sports de combat, il y a une garde qui est importante parce qu'elle nous permet d'être le moins vulnérable possible. Cette garde-là, on va essayer de s'en désunir le moins souvent possible et pour ça il va falloir beaucoup travailler parce que c'est pas naturel au départ. Mais bon, on a vu, le positionnement est essentiellement de 3/4 avec les mains au levé
et puis un déplacement qui nous permet de ne pas nous éloigner de cette garde. Un travail très important, très long, et qui va nous falloir réajuster tout au long de notre pratique. La garde peut être un petit peu différente, elle peut être parfois plus de côté. Le déplacement aussi peut être différent. Là, on a vu un déplacement qui est très statique et qui pourrait se faire encore plus serré. À partir du moment où on se déplace comme ça, c'est que notre partenaire de combat est vraiment assez proche de nous pour qu'il soit facile de nous atteindre l'un et l'autre. Si on se déplace autrement, de façon un peu plus aérienne, c'est souvent que la distance est un petit peu plus longue. Dès lors que la distance est plus courte, on retrouve une garde bien hermétique et bien regroupée.
Alors, donc le coup de poing direct ici est décliné de plusieurs façons différentes. On a vu qu'il pouvait, être porté alors qu'on n'était pas en garde. À partir du moment où on a en face de soi quelqu'un qui est très agressif et pourrait nous attaquer et va nous attaquer, et qu'on a vu clairement qu'il allait le faire, à ce moment-là, c'est à nous de commencer notre action en attaquant le premier. Il faut vraiment que notre analyse soit correcte et lucide pour pouvoir attaquer alors qu'il ne l'a pas encore fait, et vraiment être sûr qu'il va nous attaquer, lui, si on ne fait rien. Lorsqu'on attaque dans ce cas-là, on ne se met pas en position de garde. Si on attaque directement avant de se mettre en position de garde, on est moins lisible. Et si les mouvements ne sont pas faits avec trop de préparation, et même pas de préparation du tout, il n'y a quasiment aucune chance pour que notre adversaire ne reçoive pas le coup. À partir du moment où les deux partenaires savent qu'il va y avoir combat, pourquoi ne pas se mettre en position de garde alors que chacun sait qu'il va au combat. Si on ne prend pas cette position de garde, on prend des risques par rapport à l'autre qui sera beaucoup plus hermétique et beaucoup moins vulnérable. On doit pouvoir frapper en fait dans toutes les positions possibles et même en se déplaçant. Et on l'a vu notamment avec Séverine lorsqu'il s'agissait de frapper en reculant. Petite précision, si je frappe en reculant, si je donne une gauche-droite en reculant, je peux reculer sur la gauche et frapper simultanément. À partir du moment où je donne un coup avec ma droite, je ne recule plus, parce que si je reculais en donnant une droite dans une position de droitier, c'est-à-dire jambe gauche en avant, j'aurais plus aucun poids de corps dans le coup, et l'efficacité ne serait plus au rendez-vous. Alors, on dit souvent que les coudes sont
sont la partie la plus dure du corps, l'arme la plus efficace. C'est sans doute souvent vrai. On peut pas dire que... Moi, je dirais pas vraiment cela, car il y a des moments où c'est le poing qu'il faut envoyer, ou alors c'est le pied ou le genou. Mais c'est vrai que le coude, du fait qu'il soit vraiment proche de notre buste et qu'il est assez facile à placer, c'est quand même une arme qu'il faut absolument pas négliger. Et on voit depuis quelques années, avec les nouvelles générations de boxeurs thaï, par exemple, des utilisations de coudes très perfectionnées, très améliorées par rapport à ce qu'on voyait auparavant. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc les coups de coude, ça existe partout, chez tout le monde. L'idée, c'est que déjà les apprendre dans la base, ici à la ceinture jaune, et puis ensuite, au fur et à mesure de notre progression dans les ceintures, les améliorer et en fait les raccourcir le temps de l'attaque en coup de coude. Avec partenaire. Donc ici, on est au chapitre différents coups. On en a vu plusieurs, des coups un petit peu particuliers qui sortent parfois du cadre et même pour certains complètement du cadre des sports de combat, notamment de compétition. Pour ce qui est du coup du marteau, donc on a vu différentes possibilités de donner ce coup-là. Il faut savoir que ce coup-là, c'est un coup qui est aussi très puissant et qui est donné de façon à ce qu'il soit lourd, contrairement à un coup de poing au visage par exemple, qui doit être donné très sèchement pour qu'il y ait une espèce de court-circuit qui se passe dans la tête du partenaire ou de l'adversaire qui est touché par le coup. Là, ce coup-là, il est lourd. Il doit être frappé et appuyé de façon à ce que l'onde de choc pénètre bien à l'intérieur. C'est idéal pour les coups portés au corps, puisqu'il ne peut pas y avoir de court-circuit au corps.
autant qu'il peut y en avoir lorsqu'on frappe au visage. Et donc ce coup-là est particulièrement adapté. Coup de tête, bon, pas trop de commentaires, si ce n'est que le coup doit être porté, comme c'est un choc et que ce choc-là, il est porté sur autrui, mais aussi il est porté par celui qui donne le coup, bah, il faut naturellement le donner avec la bonne partie de la tête, c'est-à-dire le front, et frapper sur une partie plus tendre, qui serait les arcades sourcilières, le nez, toute la partie qui est située en dessous, à partir des arcades sourcilières et en dessous. Donc arcades sourcilières, nez, pommette, tout ça c'est intéressant pour celui qui porte ce coup particulier. On a vu aussi en coup particulier cet évitement et frappe simultanée avec le coup de pied sur quelqu'un qui avance par exemple. Alors ce coup aussi particulier a pour avantage de sortir de l'axe de façon simultanée au coup qui est donné. Si quelqu'un vient sur moi, qu'il est costaud, qu'il est motivé, et moi j'aurais peut-être pas envie de rester en face parce que je ne serais pas sûr de moi, sûr de résister au bloc, même si je donne mon coup et même si le coup est porté. Si par exemple je ne veux pas toucher aux parties génitales, et même si je le fais, l'autre peut avancer encore sur 1 ou 2 secondes et être très dangereux. Donc je me décale, je donne le coup simultané, et après je peux, en étant désaxé, soit m'enfuir, soit envisager de reprendre le combat si mon coup n'a pas été précis.
Donc les coups de pied sont un chapitre de toutes les disciplines pied-point et j'imagine de toutes les self-défense qui soient. C'est important dans la self-défense, si on n'est pas en position de combat, de pouvoir démarrer depuis donc une position neutre, sans aucune préparation ou avec très très peu de préparation, la moins visible possible. Donc depuis la position où on se trouve, on doit pouvoir jaillir sans aucun mouvement qui nous annoncera à l'avance. Lorsqu'on est en garde, c'est comme dans tous les sports de combat à pied-point qui ont fait leurs preuves, hein, si on parle du kickboxing ou de la boxe thaï, on doit pouvoir également démarrer depuis la position où on se trouve. On est en garde, le pied avance, souvent le pied avance, c'est le pied gauche pour les droitiers, droit pour les gauchers. C'est souvent un problème au démarrage de pouvoir lever ce pied qui n'est pas le bon au départ, puisque la plupart des droitiers préfèrent donner un coup de pied avec leur pied droit et la plupart des gauchers avec leur pied gauche. Mais on doit pouvoir lever cette jambe avant, qui sera au départ pas la bonne, facilement et sans effort, de façon à ce qu'elle soit aussi facilement donnée que l'autre pied, qui est notre pied de prédilection en principe. Donc il y a des exceptions, par exemple sur le coup de genou, j'ai fait un petit mouvement puisque j'étais trop près pour avoir un élan suffisant pour que le coup de genou soit efficace. J'ai fait une préparation pour amener le genou à frapper un petit peu mieux et plus fort. Mais en règle générale, les principes sont les mêmes. On ne prépare pas le coup, il démarre et on donne tout avec la hanche. Les mains ne baissent pas trop, elles restent en garde parce que non seulement on peut prendre coup de poing derrière ou éventuellement coup de pied si notre coup de pied a été très imprécis, mais en plus il y a la possibilité qu'on soit saisi avec les mains en haut, pas trop collés comme si on était boxeur, avec les mains en haut très légèrement décollées de nous, on peut également saisir le partenaire qui viendrait tenter, lui, de nous saisir. Donc ça, c'est une petite différence avec la boxe où on pourrait avoir tendance à garder nos mains vraiment collées à notre visage. Garder les mains collées à notre visage, c'est bien si on a des gants et si notre adversaire a des gants lui aussi. Mais puisqu'on pense que self-défense, écarter ces mains-là pour ne pas recevoir un coup puissant alors que lui n'a pas de gants et nous non plus, qui nous abîmerait la main et pourrait derrière nous mettre KO, c'est vraiment très important. Alors, on arrive là au shadowboxing. Le shadowboxing, c'est un exercice qui a toujours existé en Krav Maga. J'ai commencé en 73. Dans ces années-là, on faisait une espèce de shadowboxing très sommaire. Et depuis, on a rajouté beaucoup de choses. Ici, puisque c'est un shadowboxing très très basique, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de figure imposée. Pour nous montrer tout ce qui a été enseigné et donc appris depuis le départ, puisqu'on est au départ. Mais il y a les éléments de base fondamentaux, indispensables, c'est-à-dire le déplacement, les enchaînements avec le poids du corps, la position des mains,
la garde qui doit rester relevée, et une posture qui doit nous permettre de prendre toujours le moins de risques possible, tout en sachant qu'il y aura toujours beaucoup de risques. Et c'est justement la raison pour laquelle il ne faut pas en prendre encore davantage. Donc pour un droitier, la jambe gauche bien en avant, la garde relevée, je l'ai dit, et les déplacements, on doit se sentir très très à l'aise sur ses pieds, on doit pouvoir très facilement aller dans une direction, dans une autre, très facilement être sur un pied ou sur un autre. L'idée, c'est qu'on soit très très à l'aise lorsqu'on bouge et qu'on ne soit jamais pris au dépourvu dans une situation de laquelle nous ne serions pas familiers, et puis en déséquilibre. Tout ce qui se fait doit se faire en équilibre. On vient de voir les défenses contre, depuis le haut jusque vers le bas. Lorsqu'on fait une défense, un des grands principes de notre discipline, c'est d'assurer le contre simultanément avec la défense. Si c'est possible, on va vraiment essayer de le faire dans le même temps, en tout cas dans notre apprentissage et dans notre exercice, dans l'entraînement à cette technique ou à ces techniques, parce qu'après, s'il y a un décalage, il sera plus léger. Parfois, c'est impossible, comme on a vu, par exemple, sur défense contre coup de pied bas, coup de pied aux parties génitales, contrer et frapper simultanément. La situation ne permet pas cette occasion, ce travail simultané. Mais naturellement, il conviendra de réduire au maximum le temps de réaction, le temps d'action, le temps d'enchaînement entre la parade et le contre et les contres qui vont suivre derrière. Naturellement, tout ça ne doit pas nous enlever notre travail très technique avec les mains en haut. Quand on donne un coup, l'autre main est levée. Et quand on donne un coup de pied, les deux mains sont en haut. Et le poids du corps et tout le reste doit être vraiment bien préservé.
Le 360 degrés, c'est une technique véritablement emblématique de notre discipline, dans le sens où, la technique de défense est véritablement la plus simple qui soit. Il sera très très difficile de trouver un mouvement qui soit plus direct que la défense contre une attaque au couteau de cette nature. Alors, pour préciser, c'est une attaque au couteau qui est portée à une distance assez courte, pas trop, néanmoins, pour pouvoir faire une action véritablement efficace, mais vraiment très très courte qui ne permet aucune fioriture. C'est-à-dire que le mouvement va directement à l'essentiel, le bras démarre plié à partir d'un certain angle et il le reste jusqu'à arriver à l'objectif qui est le poignet ou l'avant-bras de l'attaquant. Donc, à partir du moment où on arrive à faire une défense aussi simple, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut, si on n'est pas prêt, comme il est raisonnable de le penser, psychologiquement je ne suis pas prêt, je ne m'attendais pas à trouver un danger de cette nature dans cette rue, ou un danger tout court, je fais ma défense, et une fois que j'ai fait ma défense, je peux partir. Et j'ai évité le pire, c'est-à-dire une blessure grave, voire encore pire. Si je sais à quoi m'attendre, que je suis bien entraîné à cette technique, que psychologiquement je suis bien ce jour-là, que j'ai un bon mental ou naturellement ou travaillé, à ce moment-là, il est raisonnable de penser qu'il est possible de faire simultanément une contre-attaque avec le poing au visage. Alors, si on est dans cet état d'esprit et qu'on arrive à placer la contre-attaque simultanément avec la parade, cette contre-attaque-là sera une garantie de défense aussi grande, ou presque aussi grande, que la parade simultanée. Tout simplement parce qu'à partir du moment où je fais une parade et un contre au visage, le visage recule, et l'agresseur est dans une position vraiment improbable pour continuer à attaquer ou enchaîner, d'autant que, en principe, il aura été touché. Ce qui nous laisse la possibilité d'enchaîner en gardant le contrôle du bras armé, mais ça c'est pour un peu plus tard. Pour l'instant, c'est juste la parade qui nous intéresse, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le tout simultané, parade et contre. Après, on peut s'en aller, on peut enchaîner. C'est pour la suite qu'on verra ça. Pour les dégagements d'étranglement et de saisie, on va essayer de respecter les principes le mieux possible. En l'occurrence, à chaque fois que ce sera possible,
se dégager d'un étranglement et contre-attaquer simultanément, mais ce n'est pas toujours possible. En tout cas, naturellement, comme auparavant, on va réduire le temps entre la défense et la contre-attaque à son minimum. Donc réduire à son minimum le temps entre cette défense et cette contre-attaque, ou ces défenses et ces contre-attaques. Il y a un élément particulier dans les dégagements d'étranglement et de saisie, c'est qu'on est à mi-chemin entre le pied-point et le corps à corps saisi, type judo ou lutte. Et donc il faut que nous, on apprenne à se sentir à l'aise dans cette espèce de mélange des deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait en lutte parce qu'on doit pouvoir frapper, et en même temps, on n'est pas tout à fait en pied-point parce qu'il y a des saisies. Donc en pied-point, ce qui est très intéressant, c'est de ne pas écarter trop les jambes. En revanche, lorsqu'il y a saisie, il va falloir se stabiliser un petit peu mieux en écartant plus les jambes, sans exagération, par exemple. Il va falloir, par exemple, repousser d'une main et frapper de l'autre. Il va falloir tirer d'une main, frapper de l'autre. Il va falloir être poussé ou être tiré. Et tout ceci ne s'acquérera qu'avec l'habitude et en travaillant honnêtement et sans tricher à tous ces exercices. Lorsqu'on sait qu'on va être agressé, puisqu'on part toujours d'une situation de self-défense, on a des moyens à notre disposition. Parfois une table peut faire écran, parfois une porte aussi peut faire écran, on peut la refermer et puis on est tranquille. Parfois on a d'autres objets qui eux ne font pas écran mais peuvent faire diversion. Par exemple ici ça a été un bouchon de bouteille ou une bouteille vide en plastique. Donc ce sont des éléments qui peuvent nous aider tout en n'étant pas dangereux. La réponse qui suit ou l'enchaînement qui suit à cet effet de surprise peut nous donner l'avantage avec cet atout de départ que seront les objets qu'on va utiliser sur place et qu'on aura à disposition.